Alors, bonjour, Monsieur Quirion. Bonjour, Vous allez bonjour. bien? Très bien, toi? Super, merci beaucoup. Alors, en fait, aujourd'hui, vous êtes notre premier invité de notre nouvelle série d'entrevues dédiée aux leaders en innovation du Québec. Puis à Ah, travers ces entretiens-là qu'on va faire, on cherche à dresser un portrait de gens inspirants. Puis vous le savez, bien, autant pour moi que pour toute la communauté en innovation, vous êtes quelqu'un d'inspirant, mais vous êtes aussi quelqu'un avec qui on a le goût d'apprendre à connaître. Alors, des leaders qui sont d'ici et qui vont permettre au Québec de se démarquer et qui nous donnent des réponses sans filtre sur leur vision de l'innovation et de l'économie. C'est ce genre de joueurs-là qu'on va rencontrer. Alors, vous, ça fait déjà 9 ans que vous êtes le scientifique en chef du Québec. Vous êtes le premier scientifique en chef du Québec. Puis j'aimerais ça que vous nous parliez de l'évolution de votre rôle comme scientifique en chef, puis que vous nous expliquiez concrètement bien, qu'est-ce que vous faites pour promouvoir la science et l'innovation au sein de l'appareil gouvernemental, mais aussi dans notre communauté. En fait, c'est quoi ça, un scientifique en chef? oui, on a souvent cette question-là, hein. Ça reste quand Oui. même une bête un peu particulière, scientifique en chef. Je vais, en résumé, finalement, donne des avis, des suggestions, des recommandations aux élus, au gouvernement et aux fonctionnaires sur tous les aspects de recherche et innovation au gouvernement du Québec. C'est sûr que le mandat est associé plus présentement au ministère de l'Économie et de l'Innovation. Ça a changé dans le temps. Fait que il y a toujours un ministre de tutelle, un ministère de tutelle, mais on interagit avec plusieurs ministères, plusieurs ministres. Et je dois dire que l'évolution au cours des années, ça fait maintenant 4 gouvernements différents, de 3 partis politiques différents, des fois, comme je disais, économie, innovation, d'autres fois l'éducation, d'autres fois enseignement supérieur. Donc, ça prend une certaine résilience, je dirais. Mais peut-être ce qu'on a vu au cours des dernières années, c'est que oui, on a un ministère de tutelle, mais de plus en plus, on a des demandes d'autres ministres, d'autres ministères qui disent, ben, on a cette problématique-là. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Est-ce qu'on pourrait avoir une programmation de recherche, d'innovation conjointe? En santé, par exemple, là, on a vu là. Oui, ouais, du côté santé, ça, il y a toujours eu plus de liens. Parce qu'en même temps que je fais ce rôle-là de conseiller scientifique, je préside aussi les trois conseils subventionnaires du Québec, les 3 fonds de recherche. Et c'est certain que depuis plusieurs années, avec le Fonds santé, donc le ministère de la Santé et des Services sociaux, beaucoup de liens. Mais au cours des dernières années, avec l'environnement, beaucoup, changement climatique, développement durable, économie circulaire, avec l'agriculture, avec les affaires internationales, avec les finances, avec l'éducation, enseignement supérieur. Donc, il y en a beaucoup. Et ça, je Tant pense, mieux si l'innovation devienne aussi transsectorielle là, ou intersectorielle. je pense qu'au point de départ, et j'ai des collègues dans le monde, c'est un peu la même chose, c'est de démontrer qu'on peut avoir une valeur ajoutée sans ajouter des couches d'administration. Donc, de faire arriver des choses peut-être plus rapidement lorsqu'on a quelqu'un qui finalement est plutôt responsable du volet recherche et innovation dans un gouvernement. Et je dois dire que de ce côté-là, on va peut-être reparler de pandémie plus tard, là, mais la Bien pandémie sûr. a vraiment en lumière encore beaucoup plus la place de Tant la mieux. innovation dans notre système. Et là, j'espère que ça va rester mon défi maintenant, c'est de s'assurer, une fois qu'on sort de cette pandémie-là, on ne perd pas le focus sur la science et l'innovation. On vous connaît comme le scientifique en chef du gouvernement, mais on connaît moins le chercheur primé qui vous a justement permis d'accéder à ce rôle stratégique-là. Vous êtes un chercheur de renommée, vous avez été professeur titulaire de psychiatrie à l'Université McGill, vous avez été aussi directeur exécutif de la stratégie internationale de recherche concertée sur la maladie d'Alzheimer, des instituts de recherche en santé du Québec, du Canada, pardon. Et donc, peut-être nous résumer un peu vos travaux de recherche, puis si vous pouvez effectivement parler aux jeunes puis leur dire bien, pourquoi c'est intéressant d'aller en recherche, bien, je pense que vous avez tout un parcours à nous parler. Moi, finalement, je ne savais pas nécessairement trop ce que je voulais faire, mais j'étais très curieux. Et probablement pour la science, pour la recherche, c'est ça, c'est la curiosité. Souvent, on dit science versus art, mais c'est science et art. C'est quand même des secteurs, ça prend de la curiosité et du génie, si on veut. Pas de génie dans le sens de génie là, en termes intellectuels, mais vraiment façon de faire. Donc, moi, j'ai fait un doctorat en pharmacologie cardiaque
Et là, je me suis dit, il y a suffisamment de Canadiens très bons dans ce secteur-là, de Québécois canadiens. Je veux apprendre comment fonctionne le cerveau. Donc là, je suis allé aux États-Unis, au NIH à Washington, en neurosciences, en santé mentale. Et à la fin du mandat là-bas, on pouvait rester à Washington. Mais là, j'ai eu un appel de McGill, des gens de l'hôpital Douglas, un institut de psychiatrie. Bien sûr. Es-tu intéressé à venir travailler chez nous? Moi, je ne connaissais même pas, là, parce que j'avais fait ma formation au Canada, surtout du côté cardiaque. Et je suis allé là-bas. Et je dois dire, ce qui a été très intéressant, c'est que lorsqu'on arrive en psychiatrie, en santé mentale, les mesures sont moins évidentes, moins faciles. Tu fais de l'hypertension, ben, tu mesures ta tension. De l'oxygène dans le sang, une dépression, bon, on a différentes façons de mesurer ça, mais c'est pas simple. L'anxiété. Le bras cassé, hein, qu'on voit, c'est ça. Déjà, tout de suite, là, ça nous plongeait en santé mentale dans de la recherche multidisciplinaire. Oui, bien sûr, il y a un médecin, il y a un psychiatre, mais ça prend de la psychologie, ça prend de la réadaptation, ça prend des chercheurs en recherche plus fondamentale. Donc, vraiment, dès le début, si on veut faire avancer, il faut travailler en équipe. Et ça a aidé beaucoup. Et je dois dire que j'ai eu un groupe de jeunes avec moi, des étudiants d'un peu partout à travers le monde, des étudiants et des postdocs. Et c'est encore ça que je suis le plus fier. C'est ma famille scientifique. Il y en a 75-80 à travers le monde. Et à chaque fois qu'on a l'opportunité, on essaie de se voir, se rencontrer. Je suis très fier si je peux les aider encore aujourd'hui, je le fais. En termes de recherche, vraiment essayer de comprendre, je travaillais dans trop de secteurs. C'est peut-être aussi ça qui me préparait pour le poste, intéressé par trop de choses. Les gens disent souvent, tu dois te concentrer exactement là, sur un peu. Mais moi, on a travaillé une partie du laboratoire sur la maladie d'Alzheimer, essayer de comprendre ce qui arrivait dans le cerveau d'une personne qui souffre d'Alzheimer. On a travaillé du côté schizophrénie et dépression. Et l'autre grand secteur que j'avais aussi, c'est la douleur. Donc, dans mon équipe, souvent, j'avais 3 ou 4 groupes là, qui travaillaient sur des sujets différents. Et mon plaisir, et eux aussi, je pense, c'était de se mettre ensemble. Puis, au début, tu dis, c'est pas intéressant ce que l'autre fait. Il y a juste... Puis là, après ça, tu apprends ce que tu dis, peut-être qu'on peut faire ça ensemble. Donc, là aussi, ça m'a bien préparé pour le poste que j'ai maintenant, je pense.